Roman et sensibilité,
En 1760, il publie les premiers tomes d'un dernier roman, Le Monde moral, mais il meurt en le laissant inachevé. Arrêtons-nous maintenant un instant sur ce qui rattache Prévost au romancier des décennies 1730-1740, dont il est l'un des plus illustres représentants avec Marivaux. C'est en effet ce qu'il faut redire tout de suite, l'immense succès que l'œuvre de Prévost a rencontré de son vivant. Ainsi Jean-Paul Sermin écrit-il que Cleveland, par exemple, a été le plus grand roman de la décennie de 1730. Et Prévost n'a pas été l'auteur d'un unique chef-d'œuvre, comme l'ont été les illustres françaises de Chasles en 1713 ou comme le seront les Liaisons dangereuses de Laclos en 1782, mais bien de plusieurs chefs-d'œuvre. Dans son ouvrage Le roman jusqu'à la Révolution, Jean-Paul Sermin associe Prévost à 6 autres auteurs, les 7 auteurs formant ainsi une pléiade de romanciers des années 1730 et 40. Il s'agit de Prévost, Le Sage, Marivaux, Crébillon, Mouhy, Tencin et Graffigny. Cette séquence associant Prévost à un genre, le roman, arrêtons-nous à présent sur les caractéristiques du genre au début du XVIIIe siècle. Dès le XVIIe siècle, les auteurs et théoriciens français sont à la recherche d'une dignité nouvelle pour le roman, et l'on passe, pour le dire rapidement, du modèle du roman héroïque, aussi appelé roman baroque ou long roman, au petit roman ou à la nouvelle historique et galante, dont l'exemple le plus illustre est La Princesse de Clèves. L'une des caractéristiques de ce petit roman est de faire passer devant la grande histoire, de mettre au premier plan l'analyse du cœur et du fort intérieur par une conscience qui apprend à se connaître au gré des expériences qu'elle est amenée à faire. À propos du XVIIIe siècle, Jean-Paul Sermin écrit aussi que le roman, je cite, « se fait l'écho d'une contestation du régime monarchique français, notamment par ce qu'il appelle la liberté de jugement, qui est laissée au lecteur, et qui l'incite à remettre en cause les cadres de la société d'Ancien Régime. L'individu, en somme, est amené à évaluer les choses d'après ses propres expériences. Je me permets de vous renvoyer ici à l'anomalie, entre guillemets, que constitue l'ascension de Marianne dans la vie de Marianne de Marivaux, commentée dans une autre vidéo. Face à quoi, la censure et les attaques contre le roman s'accentuent. Attaques qui sont peu ou prou les mêmes qu'au siècle passé. On accuse le manque de dignité et l'immoralité du genre romanesque. Pour en revenir au passage d'un modèle romanesque à un autre, le XVIIIe siècle poursuit la recherche de naturel et de vérité dans le roman que le XVIIe siècle avait entreprise, et ce par le biais de formes spécifiques. Parlons plus précisément à présent de ces formes que prend le roman et que choisit Prévost. Les romans de la première moitié du XVIIIe siècle sont pour la plupart des récits à la première personne. Et plus spécifiquement, c'est le roman en forme de mémoire ou roman-mémoire qui connaît un grand succès. C'est la forme que privilégie Prévost pour ses romans. Le choix de cette forme va en tout cas dans le sens de l'évolution du roman que nous avons décrite. L'intérêt se déplace ou se dédouble de ce qui est raconté à qui le raconte et comment, de l'extérieur à l'intériorité, l'intimité. Ce qui prime, c'est le point de vue particulier d'un personnage qui raconte sa propre histoire. Résumons-en les caractéristiques. Il s'agit, nous l'avons dit, d'un récit à la première personne. Un personnage romancier raconte sa propre vie. Il s'agit d'un récit rétrospectif, à la double temporalité, puisque le personnage mémorialiste raconte sa vie alors qu'il en connaît la suite, mais qu'il se replace aussi en même temps du point de vue qui était le sien dans sa jeunesse, quand il ignorait ce qui allait lui arriver. En outre, comme les personnages de ces mémoires fictives sont de plus en plus anonymes, à l'exemple de Marianne dans le roman de Marivaux, ou de l'homme de qualité de Prévost, dont on ne connaîtra pas le nom, ce roman du début du XVIIIe siècle peut se prévaloir d'une forme de réalisme, d'un intérêt accru en tout cas pour les mécanismes de la vie sociale. Pensez par exemple au fait que Manon, dans Manon Lescaut, soit une roturière, voire une fille de joie, comme on dit. Autre terme de contexte qui n'a pas encore été prononcé et qui peut constituer une entrée dans l'œuvre de Prévost, les Lumières. L'œuvre de Prévost est publiée entre la Régence et sa relative licence par rapport à l'austérité de la fin du règne de Louis XIV et le règne de Louis XV. Prévost est un écrivain des Lumières.
et l'on retrouve toutes les idées philosophiques de son temps dans son œuvre. Pensez par exemple à la place que l'Angleterre occupe dans sa vie et dans son œuvre, Angleterre que Voltaire donne à cette époque en modèle à la France. Prévost y séjourne à plusieurs reprises, y écrit une partie de son œuvre. Il traduit des romans de Richardson et Cleveland est un héros anglais. Enfin, on place parfois Prévost et ses œuvres sous le signe du libertinage. Singerman le décrit ainsi. Je cite. Bon vivant, apôtre de la sensibilité romanesque, porte-parole des passions comme de la morale, quelque peu escroc dans sa vie privée, homme d'esprit et être de chair, ô combien. Fin de la citation. Et il rappelle qu'on l'appelle le bénédictin défroqué. Qu'est-ce que le libertinage au XVIIIe siècle? Au XVIIe siècle, le libertin est un libre penseur qui remet en question toute forme d'autorité, et avant tout l'autorité religieuse. Le libertinage est alors quasi synonyme d'impiété. Au XVIIIe siècle, cette définition demeure, mais elle penche davantage vers l'idée de vie déréglée et de débauche des sens. Qu'en est-il dans l'œuvre de Prévost, pour donner de très brefs exemples? Le personnage de Cleveland est élevé sans éducation religieuse, ce que Jean-Paul Sermin commente ainsi, je cite, « Cet état curieux l'amène à rechercher la croyance qui lui convienne le mieux, étrange libre service où toutes les positions sont tour à tour essayées. » Fin de la citation. Le narrateur de Manon Lescaut décrit comme suit les raisons pour lesquelles Manon est envoyée au couvent par ses parents. Je cite. « C'était malgré elle qu'on l'envoyait au couvent, pour arrêter sans doute son penchant au plaisir, qui s'était déjà déclaré et qui a causé dans la suite tous ses malheurs et les miens. Plus loin, c'est le personnage de Des-Grieux lui-même qui sera accusé de libertinage. Enfin, dans l'histoire d'une Grecque moderne, le personnage féminin principal, Théophée, sort du sérail, et le personnage masculin, ambassadeur, dont elle fait son maître dans la vertu, fait ainsi son propre portrait, je cite, « Un Français aussi versé que moi dans le commerce des femmes. » Prévost et la matière orientale. Un autre trait majeur de l'œuvre romanesque de Prévost est la présence de la matière orientale. 4 de ses romans, surtout, peuvent être qualifiés d'orientaux. Le tome 2 des Mémoires d'un homme de qualité, qui raconte, entre autres, l'esclavage de Renoncourt en Turquie, mais également les aventures de la sultane Ossine. L'histoire d'une Grecque moderne, dont le personnage principal est un diplomate français à Constantinople qui sait parfaitement la langue turque, et le personnage féminin, Théophée, je l'ai dit, sort du sérail d'un Turc. Dans l'histoire de la jeunesse du commandeur, le héros est amené à faire le tour de la Méditerranée. Enfin, les dernières parties du Monde moral nous font suivre le périple de l'abbé Brenner en Roumanie. Au XVIIIe siècle, l'Orient est un cadre romanesque à la mode, notamment suite au succès de la traduction des Mille et une nuits au début du siècle. L'Orient fait rêver, mais il permet également de comparer les mœurs de l'Occident à un autre largement fantasmé, que l'Orient soit le symbole des mœurs raffinées à l'extrême, de la débauche des sens ou encore, d'un point de vue politique, du despotisme. Pensez par exemple aux lettres persanes de Montesquieu qui paraissent en 1721. Et en effet, ce n'est pas tellement la couleur locale de l'Orient qui intéresse Prévost dans ses romans, mais bien la comparaison des mœurs orientales et occidentales. C'est par exemple la confrontation entre Orient et Occident qui organise les valeurs au sein de l'histoire d'une Grecque moderne. Dans son introduction à ce roman, en 1965, Robert Mosy écrit que l'œuvre, je cite, « est construite sur une opposition entre deux formes d'amour, correspondant l'une au pays d'Orient, l'autre au pays chrétien. » Fin de la citation. Il ajoute « C'est un Orient repoussoir, l'inverse des valeurs chrétiennes et de l'ordre occidental. » Fin de la citation. Il faudra peut-être nuancer cette dernière affirmation. Donnons un bref résumé de ce roman. Le personnage mémorialiste est ambassadeur de France à Constantinople. Il lui est donné d'entrer dans le sérail du Bacha Chéribert, où il rencontre une jeune esclave dont il obtient la libération. Lors de sa première rencontre avec elle, il lui tient un discours dans lequel il compare la condition des femmes turques, esclaves soumises aux hommes, à celle des femmes européennes, qui, d'après une inversion galante,
seraient des femmes libres face à des amants soumis. Discours galant que Théophée prendra très au sérieux. Je cite à présent son propre récit, celui de Théophée, son récit de cette rencontre et du discours que l'ambassadeur lui a tenu. Je cite « Ce sentiment redoubla lorsque, m'apprenant le bonheur des femmes de votre nation, vous m'expliquâtes d'où il peut dépendre et ce que les hommes font pour y contribuer. Les noms de vertu, d'honneur et de conduite s'attachèrent à mon esprit et s'y étendirent en un moment, comme s'ils m'eussent toujours été familiers. » Fin de la citation. Théophée fera par la suite le choix définitif de la vertu. Or, c'est bien là le grand projet du diplomate français, en Nouveau Pygmalion, faire de l'esclave orientale une femme occidentale. Le paradoxe étant que plus elle sera vertueuse, plus il la désirera et l'aimera, sans pouvoir obtenir son amour. Finalement, sa jalousie le fera se comporter lui-même en maître de sérail, tandis que l'autre personnage amoureux de Théophée, un sélictar turc, se comportera avec une délicatesse dont le diplomate français faisait l'apanage de son pays. Le roman de Prévost, on le voit, met finalement à mal les préjugés de l'Occident, que ce soit par le biais du diplomate français qui désire posséder l'esclave dont il a voulu faire une femme libre, ou de Théophée, plus vertueuse que les femmes françaises qui est en exemple. L'Orient, dans le roman du XVIIIe siècle enfin, c'est l'autre et le même de l'Occident, le moyen de l'évasion, mais aussi de la réflexivité, du retour sur soi. De Prévost, dont il fut l'ami, Jean-Jacques Rousseau écrit dans ses Confessions qu'il était, je cite, « un homme très aimable et très simple, qui n'avait rien, dans l'humeur ni dans la société, du sombre coloris qu'il donnait à ses ouvrages. » Fin de la citation. Si le titre de cette séquence est « Roman et sensibilité », il pourrait en effet aussi bien être « Roman de l'amour fatal », « Roman de la mauvaise foi », de la lucidité inutile ou venue trop tard, ou encore « Roman de l'énigme inépuisable que constitue l'objet aimé ». Alors, pourquoi roman et sensibilité ? Le roman s'impose au XVIIIe siècle comme le domaine du cœur par excellence, ce que permet de manière privilégiée, nous l'avons dit, le roman à la première personne, dans lequel un personnage raconte lui-même ses propres sentiments. C'est le cas des deux romans qui sont actuellement les plus connus de Prévost, Manon Lescaut et Histoire d'une Grecque moderne. Jean Sgar écrit à ce titre à propos de Prévost qu'il explore, je cite, « les ténèbres labyrinthiques du cœur humain ». Dans Manon Lescaut comme dans l'Histoire d'une Grecque moderne, le personnage principal est mémorialiste de sa propre histoire. Dans Manon Lescaut, l'homme de qualité qui prend en charge le récit délègue ce dernier à des grieux qu'il a rencontrés et qui lui raconte son histoire. Tandis que l'ambassadeur de l'Histoire d'une Grecque moderne raconte directement son histoire au lecteur en invitant à juger de l'innocence ou de la duplicité de Théophée qui demeurera pour lui un mystère. Il s'agit enfin, et nous aurions pu commencer par là, de deux romans d'amour à l'issue fatale, dans lesquels l'objet aimé apparaît pour toujours comme un insondable mystère, une énigme insoluble que le mémorialiste n'a de cesse de chercher à déchiffrer et de donner à déchiffrer au lecteur. Comme plus tard chez Proust, la jalousie du narrateur fera naître autour de lui un monde de signes à interpréter sans relâche. L'amour chez Prévost se caractérise donc avant tout par son ambiguïté. Voici ce qu'écrit l'ambassadeur à propos de Théophée, je cite. « Tout ce qui la regardait, depuis que je l'avais vue pour la première fois, avait été pour moi une énigme perpétuelle. » Fin de la citation. La femme aimée échappe sans cesse, de la même façon que Manon trahit, entre guillemets, plusieurs fois des grieux au cours du roman. Mais si l'histoire d'une Grecque moderne peut être définie comme un roman de l'obsession et de la frustration, l'ambassadeur n'obtenant jamais ce qu'il désire de Théophée, Manon Lescaut peut l'être comme roman de l'amour fatal, et son héros décrit comme un héros tragique, comme l'a fait Robert Mozy. Donnons-en un bref résumé. L'histoire, nous l'avons dit, est prise en charge par Des Grieux lui-même, qui en connaît l'issue tragique. L'émotion du passé et la connaissance de cette fin lui donnent sa coloration pathétique, son apparence de longue plainte. Voici comment Des Grieux entre en matière. Je cite. « Je veux vous apprendre, non seulement mes malheurs et mes peines, mais encore mes désordres et mes plus honteuses faiblesses,
Je suis sûr qu'en me condamnant, vous ne pourrez pas vous empêcher de me plaindre. Desgrieux, jeune homme de condition, rencontre dans une auberge la jeune Manon, envoyée par ses parents au couvent. C'est un coup de foudre. Ils fuient ensemble et vivent à Paris en amants, mais ils rencontrent bien vite des difficultés financières, qui poussent Manon à vendre ses charmes à un amant plus vieux et plus riche, tandis que Desgrieux est ramené de force dans sa famille, au sein de laquelle il demeure un certain temps, décidé à vivre de nouveau dans le droit chemin. Mais c'est la passion entre les deux jeunes gens qui décide de la suite du récit. Ils se retrouvent, rencontrent de nouveau les mêmes difficultés que la première fois, que Manon résoudra en trahissant, entre guillemets, plusieurs fois son amant, qui sera lui initié entre autres à l'univers du jeu et de la triche. Jusqu'à ce qu'enfin Manon soit exilée en Amérique, où Desgrieux la suivra. La mort de Manon dans le désert aux côtés de son amant se présentera comme une forme de rédemption. Je cite maintenant Montesquieu, qui écrit dans ses pensées, je cite, « J'ai lu ce 6 avril 1734 Manon Lescaut, roman composé par Prévost. Je ne suis pas étonné que ce roman, dont le héros est un fripon et l'héroïne une catin qui est menée à la salpêtrière, plaise, parce que toutes les actions du héros, le chevalier Desgrieux, ont pour motif l'amour, qui est toujours un motif noble, quoique la conduite soit basse. Manon aime aussi, ce qui lui fait pardonner le reste de son caractère. » Fin de la citation. Et je cite à présent Diderot dans sa correspondance littéraire. « Chaque ligne de ces romans excite en moi un mouvement d'intérêt sur les malheurs de la vertu, et me coûte des larmes. » Fin de la citation. On verse en effet beaucoup de larmes dans Manon Lescaut, de joie, de désespoir ou de repentir, marque de cœur sensible dont l'amour est la seule chose qui ne puisse pas être remise en cause par le lecteur, quoique la longue plainte de Desgrieux se mue parfois en procès de Manon. Oui, le lecteur se tient au plus près d'un cœur sensible, quelle que soit par ailleurs la possible mauvaise foi ou mauvaise foi intermittente du mémorialiste. Car le lecteur n'oublie jamais qu'il a là accès à un récit subjectif, donc partial, qu'il n'aura jamais accès à l'intériorité de Manon. L'abbé Prévost, quelques données biographiques. Roman et sensibilité, Prévost,